Bonjour encore à toutes et à tous. Très heureux d'animer cette 67e session de live LinkedIn organisée par Cybercafé. Donc je rappelle, hein, Cybercafé, c'est le média, des professionnels et passionnés du numérique. Donc tous les samedis, on se réunit pour parler du numérique. Donc l'idée, c'est de partager, d'apprendre et créer des axes de réflexion sur tout ça. Donc on est très, très heureux de recevoir, donc c'est vraiment un honneur de recevoir Mohamed Lemine Bedia pour parler avec nous de data et d'intelligence artificielle. Donc l'objectif de la session d'aujourd'hui, c'est de voir comment l'IA et la data science réinventent l'expérience client. Donc on est très heureux de te recevoir. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Sur recommandation de Kevin, donc qui a aussi, fait une masterclass la semaine dernière. Donc on est très, très heureux de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Merci Amadou, merci pour l'invitation. Bah, écoute, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc je rappelle, hein, donc la session est enregistrée et disponible sur notre, chaîne YouTube. Donc tout ce mois de novembre, c'était un mois dédié à la data. Donc on a eu que des thèmes, sur la data. On a vu la cartographie des métiers de la data science. On a vu comment est-ce que, la data impacte, les décisions stratégiques en entreprise. Donc voilà, donc aujourd'hui, l'idée c'est de continuer à échanger autour de la data et aussi, autour de l'IA et voir comment est-ce que ça impacte, l'expérience client et voir aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment créer des axes de réflexion et pouvoir échanger. Donc je rappelle, hein, pour ceux qui nous prennent pour la première fois, tous les samedis, on se réunit et vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions, à notre speaker. Donc c'est 30 minutes de session tous les samedis. Vous aurez juste à lever la main pour prendre la parole et poser vos questions. Donc je vais laisser déjà la parole à un autre speaker, donc qui a bien voulu être, présent et disponible pour nous aujourd'hui. Te laisser te présenter ton parcours de formation et de carrière rapidement. D'accord, bonjour à toutes et à tous. Moi c'est Mohamed Bedia, donc je suis franco-mauritanien. Voilà, j'ai fait mes études en France, j'ai fait un master en économétrie et statistique à l'école d'économie de Toulouse et j'ai enchaîné en tant que data scientist au Crédit Agricole dans lequel j'ai passé 5 ans. J'ai fini par prendre, la tête du département data analytics et marketing digital. J'ai fait quelques années en consulting, chez Deloitte et PwC et actuellement je suis dans le groupe Canal+ où je suis responsable, data. Je dirige l'équipe data, que ce soit la partie ingénierie, BI et data science. D'accord, OK, et je rappelle que, Mohamed est aussi président, cofondateur, président de RIM EA. On peut-être on reviendra aussi, là-dessus. Donc merci encore d'avoir accepté l'invitation comme je disais tout à l'heure. Donc la session de 30 minutes d'aujourd'hui, donc on verra un peu, tout le contexte et on parlera de data et de IA, donc dans le cadre de l'expérience client et on reviendra à la fin sur les défis, les limites et bien sûr les perspectives, hem de l'IA et de la data. Donc déjà, pourquoi l'adoption de l'IA et de la data deviennent, on va dire, incontournables pour réinventer l'expérience client? Ouais. Ouais, en fait, la data l'IA permet de dépasser vraiment l'approche standardisée et avoir une personnalisation par client. Donc avec des méthodes des algorithmes de data science, on peut étudier le comportement client et offrir un parcours client personnalisé et donc on sort vraiment d'une approche standardisée à quelque chose, de personnalisé par client. D'accord et comment est-ce que, parce que le mot réinventer, j'ai eu beaucoup de questions, des personnes qui m'ont dit: «Mais qu'est-ce qu'on entend par réinventer?» Comment est-ce Mmh. que toi tu définis, une expérience client réinventée grâce à l'IA et à la data science? Ouais, je peux vous donner un exemple classique. Si on prend Netflix, par exemple, il y a quelques années en arrière, quand on se connectait sur l'application, on arrivait tous à voir à peu près la même chose. C'est-à-dire que l'écran n'était pas personnalisé par client, par consommateur. Il y avait juste une ligne de film qui était personnalisée, là où il y avait l'algorithme de recommandation. Et donc là, une expérience réinventée, donc avec tous les algorithmes de data science et l'approche IA qu'ils ont développé au fur des dernières années, l'écran est personnalisé par client. Vous pouvez même être un client, vous avez 4 profils, au sein d'une même famille, bah, vous n'allez pas avoir le même écran. Donc ça, c'est un exemple de personnalisation, réinventer, le produit en utilisant l'IA et la data science. D'accord et est-ce qu'au-delà de effectivement, l'exemple de Netflix, parce qu'effectivement qui est très,
qui est très concret. Est-ce que vous avez d'autres exemples de l'IA et de la data qui ont transformé, on va dire, le parcours client dans des secteurs spécifiques, par exemple? Oui, donc il y a la banque, par exemple, la banque où l'interaction client avec le conseiller se faisait de façon humaine. Donc il fallait prendre rendez-vous avec son conseiller, se présenter en agence. Donc un parcours très, très, on va dire, chronophage. Il y a certaines personnes qui sont OK avec ça, on va dire des personnes un peu plus âgées, mais les jeunes aujourd'hui n'ont pas beaucoup de temps, on est trop occupés. Et donc là, en utilisant les chatbots, en personnalisant le parcours client dans l'application. Donc, on a carrément changé le paradigme. En fait, on parle maintenant de conseillers virtuels. Des fois même, c'est le chatbot l'IA derrière qui a été entraînée et donc qui est en mesure de faire cette présélection au début. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, l'IA peut vous répondre et donc si l'IA n'arrive pas, vous passez vers un humain. Et donc ça fait des réductions de coûts énormes pour l'entreprise, pour la banque en question, mais aussi une grosse satisfaction pour le client parce qu'il n'a plus besoin de rentrer dans cette dynamique de prendre des rendez-vous, faire la queue, etc. D'accord. Est-ce qu'il y a des secteurs aujourd'hui où on se dit, bah, il y a des secteurs où on se dit, la data va peut-être plus réinventer l'expérience client de manière significative, ou qui sont déjà en cours, qui est déjà fait par rapport à ces dernières années? Donc au-delà de effectivement la banque. Les secteurs dans lesquels la data était très présente, mais c'est pas très transparent pour le client, c'est le retail, l'e-commerce, où là, en fait, toute la personnalisation et tout est fait avec l'IA. L'un des secteurs où on voyait peu la data de façon transparente, c'était le secteur de la santé. Et sur ces 5 dernières années, il y a une grosse révolution avec les diagnostics assistés par IA. Aujourd'hui, on sait qu'avec des IA, on arrive à détecter les cancers de peau de façon beaucoup plus performante qu'un docteur avec 20 ans d'expérience, avec une accuracy beaucoup plus importante. Et donc, aujourd'hui, tout le diagnostic, la prise en charge du patient dans l'établissement de santé et le parcours de bout en bout est réinventé avec l'intelligence artificielle et la data. D'accord, donc au-delà du parcours client, j'imagine que, bah, il y a un élément peut-être aussi qui est très important, c'est toute la partie feedback. Donc une fois que le client donc on a réussi à avoir le client et le client nous fait un feedback. Est-ce que, aujourd'hui, tu constates que, bah, ces données-là, ces données donc ces feedbacks, sont de plus en plus utilisées et comment est-ce que c'est utilisé pour on va dire améliorer ces parcours clients? Ouais, c'est tout là la beauté et la puissance de la data science de façon générale, parce que la data science, c'est un gros mot pour dire les outils qu'on met derrière pour faire de l'IA, de l'intelligence artificielle et de l'analytics poussée. Donc aujourd'hui, les algorithmes, les infrastructures qu'ont développé les géants de la tech et même aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. C'est plus un luxe maintenant de faire de la data science. On intègre la partie feedback et donc il y a certains algorithmes qui vont réapprendre en utilisant le feedback client ou des fois, c'est tout le parcours même client qui est réinventé en fonction du feedback. Je donne un exemple concret, quand on est sur des quand on est sur des sites web, par exemple, ou des réseaux sociaux, il y a des algorithmes qui screenent les commentaires, les feedbacks des personnes et qui regardent quels sont les commentaires qui vont nuire à notre image, les feedbacks et sur lesquels on peut agir rapidement? Et ça, c'est l'équipe data analytics, data science qui va fournir ces insights aux équipes concernées, marketing, com, et cetera, pour vraiment prendre en charge le feedback du client rapidement et l'intégrer soit dans le parcours ou bien dans la roadmap future pour réinventer le produit. OK. Donc pour peut-être revenir sur les défis, les limites et les perspectives, aujourd'hui, est-ce que tu constates est-ce qu'il y a des quels sont les on va dire les principaux défis technologiques et organisationnels à relever pour intégrer donc pour une entreprise qui souhaite aller vers ces expériences clients réinventées? Quels sont les Alors défis, qu'il faut relever pour intégrer efficacement liés à la data dans l'expérience client?
Bon, je dirais qu'il y a 3 défis. Le numéro un, celui, on va dire, qui représente 80 même, de la problématique, c'est la gestion de la donnée, surtout de la qualité de la donnée. Donc, il y a un principe fondamental, en IA, on dit garbage in, garbage out. C'est-à-dire que quand on donne à nos modèles IA ou data science des données qui ne sont pas fiables et de mauvaise qualité, il ne faut pas s'attendre à avoir une réponse de l'IA qui soit de qualité. Et c'est là où, par exemple, OpenAI a vraiment eu beaucoup de l'avance sur les autres LLM, c'est ils avaient des données de qualité en entrée et qui rend les réponses beaucoup plus pertinentes. Donc, pour revenir à la question des défis, donc le défi de la data et de la qualité de la data. Le deuxième, c'est vraiment le manque de compétences en IA dans certaines organisations. On voit que dans certaines organisations, l'IA, ça reste un sujet tech. Il n'y a que les équipes IT, data qui savent vraiment le potentiel de l'IA. Et au niveau du COMEX, des dirigeants, on va dire, il n'y a pas vraiment cette acculturation data, bien que ça commence à changer avec la vague LLM, ChatGPT, etc. Les gens mesurent maintenant l'importance et commencent à s'acculturer sur le sujet. Et le troisième point, c'est vraiment l'acceptation du changement. C'est-à-dire que des fois, on va mettre une IA, on va réinventer le parcours client et les gains sont tangibles, sont efficaces, tout le monde est d'accord, mais ça va changer la façon de faire des équipes métiers. Et voilà, comme c'est l'esprit humain, en fait, l'humain est comme ça. Des fois, il y en a qui sont pour le changement, des fois qui sont contre. Et ça, c'est un gros défi pour les organisations aujourd'hui. D'accord, donc je comprends effectivement qu'il y a des défis à relever, que ce soit une petite boîte, une PME, une multinationale. Et quelles sont les on va dire les limites de la personnalisation basée sur l'IA? Est-ce qu'elle peut devenir intrusive? Ou est-ce que c'est des choses que toi tu as constatées? Oui, en fait, elle peut devenir facilement intrusive et c'est là où un cadre et une organisation très efficace dans la boîte en question, là, que ce soit une PME ou une multinationale, est crucial avant d'embarquer l'IA dans le parcours client. Je donne un exemple très simple. Quand on est en banque, un analyste, peut accéder à toutes les écritures de compte de ce que le client a acheté. Donc on peut se dire, ben, si on voit qu'une famille, qui est célibataire et que du jour au lendemain, ils commencent à acheter sur les magasins de vente d'enfants pour les bébés, certains marques parce qu'on a toute l'écriture, elles vont se dire: «Bah, en fait, cette famille va bientôt avoir un enfant» et donc automatiquement, on pourrait commencer à leur pousser des produits d'épargne et cetera. Là, on est à la frontière, on rentre dans la vie privée des gens et donc si on n'a pas un chief, data officer et un DPO, data protection officer, pour réglementer l'usage de l'IA, de la data. Telle donnée, on peut l'utiliser, telle donnée, on ne peut pas l'utiliser. On peut facilement tomber dans ces dérives et c'est pourquoi aujourd'hui on parle de ethic AI, l'IA qui est éthique justement pour, pallier à ce genre de problème. D'accord. Et pour une entreprise qui développe ce type de solution, qui tend vers ces expériences, on va dire, hyper personnalisées, et réinventées, est-ce qu'il y a des indicateurs clés à surveiller pour évaluer l'impact de l'IA et de la data sur l'amélioration de l'expérience client? Pour quand on reprend les exemples que tu as cité tout à l'heure, l'exemple de Netflix, de la banque, par exemple, ou Mmh. même dans la Ouais. santé. Alors, tout ce qui est autour du client, l'impact de l'IA sur le client, on a, ce qui est beaucoup utilisé en marketing, c'est la satisfaction client hein, qui est mesurée avec le NPS, le Net Promoting Score. Et donc là, c'est une mesure qui mesure le ressenti global des clients vis-à-vis du produit, de l'entreprise en question. On a, par exemple, les taux de conversion. On parlait tout à l'heure de moteurs de recommandation que ce soit sur Amazon, la marketplace ou bien sur, Netflix, l'algorithme de recommandation. Quand on met ce genre d'algorithme, il faut qu'on mesure le taux de conversion. Donc dans le cadre de la marketplace, le taux de conversion, c'est on a recommandé un produit à un client, est-ce qu'il a cliqué dessus et est-ce qu'il l'a mis dans son panier, est-ce qu'il a fait son achat? Donc c'est un exemple de taux de conversion. Dans le cadre des films et des séries sur Netflix, le client lui a recommandé, l'algorithme a recommandé des films, le client a cliqué dessus, est-ce qu'il l'a regardé, oui ou pas? Est-ce qu'il l'a aimé ou pas? On a, le churn. Donc le churn, c'est vraiment un mot anglais pour dire, les clients qui s'en vont, les clients qui quittent et donc c'est un élément
crucial pour les entreprises quand on utilise, des algorithmes, l'IA pour personnaliser l'expérience client, on veut retenir les clients et donc il faut mettre des indicateurs sur le churn pour regarder est-ce que les clients s'en vont ou pas? Est-ce que les clients qui ont été touchés par l'algorithme s'en vont? Est-ce que l'algorithme a une capacité de rétention de ses clients? Et le dernier, c'est l'engagement. L'engagement, typiquement, si on prend l'exemple encore de Netflix, ça va être, le nombre d'heures que le client passe. Est-ce que nos algorithmes arrivent à faire en sorte que le client passe plus de temps? Si je prends l'exemple de Canal+, ça va être par exemple sur le live TV. Est-ce que les algorithmes arrivent à garder les clients sur les matchs de foot ou à augmenter le nombre d'heures qu'ils regardent? Sur Amazon, ça pourrait être le panier moyen. Est-ce qu'on arrive à les faire acheter beaucoup plus que d'habitude? OK. Est-ce que moi j'avais une question, peut-être ma culture, mais est-ce que le fait de, prédire le comportement des clients fait partie de l'expérience client? Est-ce que c'est la même chose ou c'est 2 choses différentes? C'est la même chose, ça fait partie d'un grand ensemble. On va prédire le comportement client derrière pour essayer d'anticiper, d'améliorer le produit, OK, dans sa globalité. d'accord, OK. Est-ce qu'aujourd'hui tu constates, on va dire, des nouveaux métiers, qui émergent pour soutenir effectivement ces transformations dans la relation client? Oui, tout à l'heure, on parlait des problèmes d'éthique, donc il y a on voit maintenant des éthiques, AI spécialistes, des gens qui sont spécialisés dans l'IA éthique et donc qui vont mettre ce cadre légal pour définir ce qu'on peut faire, pas faire. On voit beaucoup maintenant de data product manager. Donc, c'est des personnes qui font le pont entre l'équipe produit et l'équipe data IA. Donc, voilà, c'est des personnes qui font le lien entre la technologie et les besoins du business. Et côté data, on voit beaucoup maintenant des data scientists. En fait, l'IA, généralement, c'était le data scientist qui développait. Mais comme c'est devenu très vaste, le data scientist maintenant, son rôle est en train de disparaître pour faire place à la spécialisation. On parle maintenant de, machine learning, engineer, de natural language engineer. Chacun se spécialise dans un domaine niche de l'IA. Pour ceux qui souhaitent, avoir un peu plus d'informations sur la cartographie, on va dire, des métiers de la data science, je rappelle que samedi dernier, nous avons eu Kevin qui a abordé ce sujet avec nous et la session est disponible sur notre média YouTube. Tout à l'heure, tu as parlé de la qualité des données. Je vais peut-être revenir là-dessus pour moi qui ne suis pas forcément, spécialiste de la data. Et comment est-ce qu'on garantit cette qualité et la pertinence des données utilisées pour entraîner les modèles? Mmh. Parce En que fait, ouais, ouais, je vous en parce que le plus souvent, je me permets, c'est nous qui fournissons, on va dire, les données via les feedbacks, j'imagine, ou sinon, peut-être via les achats qu'on fait. Donc voilà, c'est la question que je me pose. Comment est-ce que vous garantissez, on va dire, la qualité et la pertinence de ces données-là? ça, c'est une question que se posent toutes les entreprises et on voit beaucoup d'entreprises, embaucher beaucoup de data scientists, veulent faire réinventer l'expérience client, veulent faire du machine learning et se rendent compte qu'ils ont des problèmes de qualité. Et en fait, la qualité de la donnée, pour moi, elle fait partie de ce qu'on appelle la gouvernance de données. C'est-à-dire que pour assurer que la donnée est de bonne qualité, qu'elle est utilisable et qu'elle est bien documentée, il faut absolument qu'il y ait une gouvernance de données, il faut qu'il y ait une personne qui est responsable de la gouvernance. Quand je dis gouvernance, je fais référence à, prenons l'exemple de feedback tout à l'heure. Le client, il peut donner un feedback de façon proactive, dans le sens où il va faire un commentaire, etc. Ou bien c'est des données qu'on va récolter de son utilisation. Les équipes data, mais IT, eux, la data arrive et ils l'utilisent telle quelle. Ils ne vont pas se casser la tête à se dire: «Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est fait?» et cetera. Des fois, il faut que ça soit le métier qui soit impliqué pour dire: Ça veut dire ça» et cetera et donc c'est pour ça qu'il faut un data governance programme, manager ou peu importe et c'est vraiment la pierre angulaire. C'est cette personne qui va garantir que la data est bien, collectée de la bonne manière, qu'il y a un responsable dans chaque domaine de la data, que ce soit, marketing, il y a un responsable, e-commerce et cetera et que les équipes data science, quand ils vont utiliser la data, on est sûr qu'elle est fiable, qu'elle est bien documentée pour éviter derrière que l'IA fait des biais dans sa prédiction. D'accord. Je vais peut-être te poser une question, sur les tendances aujourd'hui, donc on a parlé un peu des métiers qui émergent. Pour toi, à quoi ressemblerait, l'expérience client d'ici 5 à 10 ans, grâce à l'IA? Moi, je pense qu'on sera déjà
Le chatbot aujourd'hui, la fa d'interagir avec, un produit en chat, en prompt, on va dire, c'était quelque chose qui existait, mais qui est maintenant qui a été révolutionné avec ChatGPT. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui montrait en fait en flèche le nombre de personnes qui ne passent plus par Google pour faire leurs recherches, mais qui passent par ChatGPT. Et donc je pense que l'expérience client dans les produits, et ça beaucoup d'entreprises l'ont compris, elle va plus être une interaction avec une IA qu'une interaction avec un humain derrière. Heu, on va pas forcément rester sur le chat, en écrivant. Il va y avoir de la voix. Par exemple, si je prends l'exemple de Netflix, Canal et cetera, je pense qu'on aura bientôt l'intégration de la voix dans les télécommandes, le d'interagir avec la même si ça se fait aujourd'hui avec les smart TV, mais ça va être, mis à grande échelle et ça ne sera pas que sur certains produits. Ouais, je pense qu'on va plus interagir avec des IA et c'est cela où on parle de, LLM, donc ChatGPT derrière, c'est un LLM et aujourd'hui les entreprises font des LLM, des large language models spécialisés. On va avoir un LLM spécialisé dans la santé, dans le marketing et cetera et les clients vont interagir avec ces IA directement. Et toi qui es de l'autre côté, donc qui est dans un grand groupe, média, quel retour, vous avez, des clients quand, ils se rendent compte que, bah, on a des expériences clients de plus en plus personnalisées, hyper personnalisées? Est-ce que le retour il est plutôt positif ou il est mitigé, des clients? Comment est-ce que les clients, prennent ces expériences clients, réinventées? Alors, il y a c'est là où la difficulté avec, le comportement humain, c'est très, très difficile à anticiper, même les algorithmes les plus avancés vont détecter des tendances, mais ça va être très difficile de répondre aux besoins de tout le monde. Ce qu'on voit avec l'hyper personnalisation, c'est qu'il y a une niche de clients, pour lesquels elle marche très, très bien. C'est des clients qu'on les appelle les tech savvy, c'est des clients qui voilà, qui aiment la tech. Quand je dis tech, pas au sens technique, mais vraiment des clients qui aiment, voilà, avoir des applications utilisées, qui font des recherches et cetera. On va avoir une clientèle et cette clientèle tech savvy, elle n'est pas forcément jeune et c'est là où, qui est intéressant. Ça touche toutes les catégories d'âge. C'est justement des personnes qui sont passionnées par ça. On a les clients jeunes qui sont facilement, on peut facilement les embarquer, qui sont, eux, proactifs et après, on va avoir une autre clientèle qui est un peu frileuse, juste peut-être par manque d'éducation, par manque de connaissance de ces outils tech ou bien juste par rapport à la donnée qui va être utilisée derrière. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus en Europe aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle on a GDPR et cetera. C'est que les gens sont beaucoup soucieux de ce qu'on fait avec leurs données, qu'est-ce qu'on va en faire ou à qui on va la vendre potentiellement. Bon, là, on parle de Facebook et cetera qui vend les données. Mais voilà, donc il y aura toute cette catégorie de clients et donc le but des product managers et cetera, c'est d'avoir une couverture le plus large possible. Il y aura toujours des personnes qui ne seront pas satisfaites, des résistants, mais essayer de minimiser cette population le plus, possible. D'accord, et pour être sûr d'avoir, qu'on soit en phase, est-ce que, tu remarques aussi que, bah, l'utilisation de la data et de l'IA donc pour améliorer, on va dire, l'expérience client, même si, pour faire le parallèle avec le secteur public, donc l'administration publique, si on n'est pas forcément client, quoique pour les impôts ça on peut l'être, mais Mmh. est-ce que, tu as des retours aussi d'expérience d'administration publique dans différents États qui se basent sur ce qui se fait dans les entreprises privées pour améliorer, on va dire, le parcours des citoyens? Absolument et un très bon exemple, c'est l'Afrique. Aujourd'hui, les administrations en Afrique, il y en a certains qui ont des années d'avance sur les administrations européennes. Parce qu'il y avait pas ce legacy, ils avaient pas toute cette infra, on partait d'une feuille blanche et du coup on a facilement intégré les nouvelles outils. Moi je viens de la Mauritanie, je sais qu'il y a 2 ans, 3 ans, pour faire son passeport, c'était un calvaire, il fallait faire pas mal de choses. Aujourd'hui, on peut le faire depuis son smartphone chez soi, sans aucun problème. Ça se fait sur pas mal de pays africains. Le Rwanda a des années d'avance sur certains pays européens, dont la France et justement, parce que cette expertise qui est faite dans l'entreprise, dans le monde du professionnel, a été répliquée, repensée dans l'administration pour faciliter un peu, le parcours, du citoyen.
Ouais, je te confirme, effectivement, je le vois aussi dans le monde de la cybersécurité. Bah, c'est ce qu'on appelle souvent, l'opportunité du retard. Effectivement, ceux qui sont en retard ont le choix de passer directement à la prochaine étape. Merci à toi pour toutes ces réponses. Je rappelle que ceux qui souhaitent intervenir ou poser des questions, ou répondre aux questions qui ont été posées, hein, apporter des compléments d'information, n'hésitez pas à lever la main. Vous avez un tout petit bouton en bas pour lever la main, prendre la parole et poser vos questions à notre speaker du jour. Donc c'est 30 minutes de session tous les samedis et on est à la 67e session. J'ai encore une dernière question. Je sais que tu es président, cofondateur d'une association RIM, Artificial Intelligence. Est-ce que tu peux nous en parler et nous donner les principaux objectifs et enjeux de l'association? Et pour ceux qui souhaitent, on va dire, adhérer ou créer des partenariats avec l'association, comment est-ce qu'on procède? D'accord. Alors, Rimeya, en fait, elle est née d'une réflexion que j'avais avec certains confrères, de compatriotes, de la Mauritanie. L'idée, c'était on est aujourd'hui avec l'IA, en une phase de révolution. C'était un peu comme le boom, internet, du web, dans les années 2000 et donc ça va avoir un énorme impact sur la société, sur l'éducation, sur pas mal de secteurs et l'idée, c'était de former faire une association à but non lucratif, donc on n'est pas impacté par la dimension politique et cetera. On est juste des personnes passionnées, des experts dans nos métiers et qui veulent en fait aider notre gouvernement, notre la po no et les citoyens à vivre ce changement et donc là, l'une des missions principales, c'est créer un écosystème collaboratif entre les chercheurs, les institutions, les entreprises. Donc typiquement, on travaille sur, l'intégration des dialectes nationaux, avoir des LLM spécialisés. Je sais que par exemple, nos voisins sénégalais ont fini avec le wolof il y a maintenant 1 an. Je vois beaucoup de startups faire la même chose, interfacer le wolof avec le français et l'anglais. Donc nous, un peu, c'est un peu notre mission aussi pour créer de la cohésion nationale et après, promouvoir l'éducation et la formation en IA en Mauritanie. Bah, merci pour, cette belle initiative et bravo encore à vous. Et pour adhérer à l'association, tout le monde peut être membre ou comment ça se passe? Et en fait, pour adhérer à l'association, il faut juste, partager ces valeurs, qu'on a pour voilà, créer un futur meilleur pour les jeunes et pour les citoyens et donc on a notre site web qui est, rim, du 6 ai.com. Il y a un formulaire dedans et vous pouvez, absolument rejoindre, l'association. Super, ça marche. Merci encore à toi Mohamed. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir ou poser des questions, à notre speaker? Vous avez juste à lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Je vois qu'il y a pas de questions. De toute façon, bah, c'était très clair. Merci encore à toi Mohamed. Donc Avec plaisir. rendez-vous à toutes et à tous, samedi prochain, pour la 68e session. Je vais te laisser le mot de fin. Remercier tous ceux qui nous ont pris pour la première fois. Ceux qui souhaitent intervenir ou vous avez des personnes que vous connaissez qui peuvent intervenir sur des thèmes liés au numérique, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas aussi à échanger avec Mohamed en off, pour continuer d'apprendre et partager autour de la data, de l'IA et à rejoindre, l'association RIM et pour contribuer, on va dire, aux efforts qui sont faits par l'association. Je vais te laisser le mot de fin et puis on va se donner rendez-vous pour samedi prochain. Merci Amadou pour l'invitation et merci à tous pour avoir participé. Je vois qu'on a pas mal de personnes, qui sont comme nous, un peu du continent africain et donc le mot de fin que je dirais, c'est, on a un peu la chance l'IA offre de nouvelles possibilités et c'est un peu la chance pour l'Afrique de rattraper son retard sur les autres pays et donc, il faut vraiment qu'on adopte, l'IA assez rapidement et qu'on commence à amorcer le changement dans nos pays respectifs. Même si on n'est pas moi, par exemple, je ne vis pas en Mauritanie, mais voilà, j'essaie de garder ce lien. Bah, merci Mohamed. En tout cas, rendez-vous samedi prochain pour la 68e session, donc 30 minutes de session tous les samedis. Très heureux d'avoir reçu, Mohamed. Merci pour cette masterclass et retrouvez toutes nos sessions sur notre chaîne YouTube Cybercafé, et excellent samedi à toutes et à tous. Merci et puis, rendez-vous samedi prochain. Bonne journée.